Bonjour à tous. Alors, on va commencer doucement. Il y a encore des personnes qui arrivent, mais voilà, le temps de présenter rapidement les petites règles pour ce webinaire. Donc, la première, s'il vous plaît, c'est de couper vos micros lorsque vous ne prenez pas la parole pour éviter les interférences avec les interventions. Ensuite, lorsque vous prenez la parole, vous verrez qu'il y aura un temps d'échange dédié à la fin du webinaire. Si vous pouvez vous présenter pour qu'on sache d'où on vient. Et vous l'avez vu quand vous êtes entré, mais ce webinaire est enregistré, donc voilà, c'est juste pour vous prévenir. Concernant le plan et l'organisation de ce webinaire, donc déjà on vous remercie d'être aussi nombreux aujourd'hui et donc ce webinaire est dédié au passage à l'âge adulte des jeunes en situation de handicap et il sera organisé en deux parties. Une première partie qui va être relativement rapide et que je vais effectuer, durant laquelle je vais vous présenter la note élaborée par la commission médico-sociale de la CNAP qui a été dédiée à ce sujet du passage à l'âge adulte des jeunes en situation de handicap. Et une deuxième partie où Laurent Drouillot, que je remercie d'avoir accepté d'avoir intervenir, qui est chef de service du SAS et d'une équipe mobile au CMSEA, Comité Mosellan de sauvegarde de l'enfant et de l'adolescent, donc dans l'Est de la France, qui nous présentera les actions qu'il mène auprès des jeunes, des jeunes. Alors pour commencer sur la première partie, donc sur la note de la CNAP, ce qui est ressorti finalement et qui a conduit la commission médico-sociale à s'intéresser à cette question était, lors des échanges entre les membres de la commission, que le passage à l'âge adulte est marqué pour les jeunes en situation de handicap par une transition entre deux secteurs, et j'imagine que vous le savez tous, mais entre le secteur du médico-social enfant, lorsque l'accompagnement s'arrête aux 20 ans du jeune, et le secteur du médico-social adulte. Et que ce passage pouvait conduire à des ruptures pour les jeunes. Ces ruptures, les membres de la commission les identifiaient pour de multiples raisons. Ça pouvait être un manque d'anticipation, mais aussi un manque de réponses adaptées pour ces jeunes-là, donc que cela soit des réponses dans le droit commun ou des réponses du milieu spécialisé. Et le manque de réponses adaptées et d'adaptation des réponses conduisait le jeune, mais aussi sa famille et les professionnels qui l'accompagnent à rencontrer de nombreuses difficultés qui peuvent parfois, pour le jeune, conduire à une exclusion sociale. Et ça conduit à ce que les fragilités du jeune soient accentuées et que son passage à l'âge adulte se transforme en une période relativement critique et propice aux ruptures pour lui et aux ruptures dans de nombreux domaines, hein, que ça soit des ruptures dans les démarches administratives, dans l'accès aux soins ou aux droits de manière générale. Donc voilà. Et finalement, ces ruptures, elles apparaissaient encore plus prégnantes lorsque le jeune bénéficiait d'un faible soutien familial ou d'aucun soutien familial. Et là, on pensait notamment aux jeunes en situation de handicap et qui ont aussi une mesure de protection de l'enfance. Et on va particulièrement y revenir dans cette présentation parce que cette note s'est beaucoup intéressée à ces jeunes. Donc, comme je l'ai dit, elle a été élaborée par la commission médico-sociale de la CNAP, mais pour vraiment pouvoir avoir ce focus sur les jeunes en situation de handicap et protégés, elle a été également élaborée avec le soutien du groupe de travail jeunes majeurs de la CNAP, qui est composé de professionnels qui agissent dans des services dédiés à l'accompagnement jeunes majeurs. Elle a été construite en trois parties. Donc, une première partie sur la réponse aux besoins multiples des jeunes en situation de handicap, une deuxième sur comment construire des solutions structurantes pour ces jeunes, et une troisième sur comment favoriser l'autodétermination du jeune. Et finalement, toutes ces parties se répondent entre elles. La construction de solutions structurantes, elle vient pour répondre aux besoins multiples des jeunes en situation de handicap. Et à travers tout ça, l'idée est de pouvoir se fonder sur les choix et les aspirations du jeune pour construire un projet qui lui corresponde et qui réponde à ses aspirations et à ses besoins. Je vais revenir sur chacune des parties. Donc, concernant la toute première partie, pardon, sur la réponse aux besoins multiples de ces jeunes, donc il y a des constats qui sont ressortis que j'ai déjà pu nommer en introduction, mais c'était notamment que ces jeunes, ils cumulent les fragilités, ils ont une faible qualification au niveau scolaire, voire pas du tout de qualification parce que
On le sait, le décrochage scolaire est beaucoup plus important pour les enfants et les jeunes qui sont en situation de handicap, des problèmes de santé multiples qui peuvent venir freiner leur insertion dans tous les domaines et un accès au logement entravé. Et tout ça vient vraiment freiner leur insertion sociale, professionnelle, etc. Un deuxième point qui est beaucoup remonté et qui est notamment remonté à travers le groupe de travail jeunes majeurs de la CNAP, c'était que la temporalité de l'accompagnement qui est proposée, que cela soit par la protection de l'enfance ou par le médico-social, donc là, secteur plutôt enfant, elle ne répond pas aux besoins du jeune et à ses réalités. Et là, il y a un exemple qui est beaucoup ressorti, c'est pour les jeunes pour lesquels on va diagnostiquer un handicap psychique. Ce diagnostic, il va très régulièrement arriver à l'approche de l'âge adulte ou à l'âge adulte. Et finalement, l'accompagnement, ça va être à ce moment-là qu'il va s'arrêter. Donc, toute la question de l'acceptation du diagnostic, etc., elle ne pourra pas être travaillée avec les professionnels qui parfois accompagnent le jeune depuis plusieurs années et en qui il a confiance. Et donc, on voit qu'il peut y avoir une rupture à ce moment-là pour le jeune. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres au niveau de cette non-concordance entre les temporalités de l'accompagnement et on va dire qui sont celles de l'institution finalement, qui ont été posées notamment par les politiques publiques, et la temporalité des besoins du jeune qui parfois n'y répond pas. Et donc, tout cela, ce cumul des fragilités et cette temporalité de l'accompagnement qui ne concorde pas avec les besoins, ça va conduire parfois le jeune à se retrouver sans accompagnement à partir de 20 ans en général, de se retrouver isolé et d'avoir un manque de réponse, voire une absence complète de réponse. Donc, l'absence de réponse et cette réalité, elle a vraiment questionné la commission sur les réponses qui existent dans le champ du médico-social adulte, mais elle nous a aussi interrogé sur quelle adaptation aujourd'hui, quelle est l'adaptation du droit commun aux jeunes en situation de handicap. On parle beaucoup en France de l'adaptation de l'école, du collège, du lycée pour la scolarisation des enfants et des jeunes, mais finalement, tous les autres dispositifs dédiés à la jeunesse, est-ce qu'ils sont adaptés, etc. Ce sont des questions qui ont vraiment traversé la commission. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va vraiment plutôt revenir sur ce point de comment on adapte le droit commun aux jeunes en situation de handicap, plutôt que sur la question du manque de solutions dans le champ du médico-social adulte, qui a bien entendu été nommé dans la note, mais qu'on n'a pas nécessairement approfondi, étant donné qu'on a vraiment pris le deuxième axe que je disais tout à l'heure, donc, comment on adapte le droit commun et on se fonde sur les aspirations du jeune, même si on est complètement conscient que l'inclusion aujourd'hui, elle ne peut pas se faire pour tous et partout, et que il faut aussi des solutions dans le champ, dans le secteur spécialisé. En tout cas, tous ces constats, ils ont conduit la CNAP à faire des recommandations sur cette première partie et sur comment on répond davantage aux besoins multiples de ces jeunes. Et finalement, les premiers constats les premières recommandations qui sont apparues, c'est la nécessité de pouvoir anticiper davantage l'ensemble des étapes et des changements que va appliquer le passage à l'âge adulte. Et ces étapes et ces changements, ils ne sont pas seulement dans le champ de l'insertion professionnelle, et vraiment, c'est par exemple concernant les démarches administratives, concernant l'accès aux soins. Pardon, juste vraiment, essayez de couper vos micros, s'il vous plaît. Donc les démarches administratives, l'accès aux soins. Donc voilà, c'est comment on anticipe tous ces changements qui sont induits par le passage à l'âge adulte pour le jeune. Ensuite, et cette anticipation, pour nous, elle passera par une coopération entre l'ensemble des acteurs qui agissent auprès de l'enfant dès le plus jeune âge, et à mesure qu'il grandit, auprès de l'adolescent et du futur adulte. Donc, l'ensemble des acteurs qui agissent auprès de lui à un moment donné, mais aussi l'ensemble des acteurs qui vont être amenés à intervenir auprès de lui. Et là, ça revient à la question de l'anticipation et comment on se coordonne pour préparer les relais dans l'accompagnement du jeune. Et également, et là je vais pas m'attarder dessus parce que ça sera vraiment l'objet de la présentation de Monsieur Drouillot dans quelques minutes, mais la CNAP a préconisé, en s'inspirant notamment de ce dispositif, de déployer sur l'ensemble du territoire national des structures qui puissent accompagner les jeunes adultes qui sont en situation de rupture. Ensuite, donc il y a eu une deuxième partie sur la construction de solutions structurantes pour chaque jeune.
les constats qui sont ressortis et qui rejoignent un petit peu les constats que j'ai déjà pu nommer, mais c'est notamment le fait que les jeunes en situation de handicap peuvent se voir proposer des projets qui vont être décorrélés de leurs aspirations. Et là, un exemple concret était celui de la scolarité, où les membres de la commission ont pu faire ressortir que parfois le projet scolaire, lorsqu'il y en a un du jeune, il est vraiment plutôt construit selon ce que l'on peut lui proposer plutôt que ce que lui souhaiterait faire. Et que parfois, il y a même des, euh, des cursus qui vont lui être proposés et qui sont pas en adaptation avec ce que lui souhaiterait faire ou qui reviennent finalement à quelque chose qu'il a déjà pu faire par le passé. Donc là, je l'ai déjà nommé, mais le faible accès aux dispositifs de droit commun, et là, notamment aux dispositifs de droit commun dédiés à la jeunesse. Donc la question du service civique, où, si je ne me trompe pas, seulement moins de 5% de jeunes en situation de handicap bénéficient d'un service civique, alors qu'il y a eu des adaptations au niveau du service civique, par exemple en termes de tranche d'âge, pour permettre aux jeunes en situation de handicap d'en bénéficier, mais que ce dispositif mérite encore à avoir des adaptations pour que plus de jeunes en situation de handicap puissent en bénéficier. Et là, la commission a pu notamment échanger sur les missions qui sont proposées, les lieux où elles sont effectuées, etc. Et que peut-être que des adaptations à ce niveau-là favoriseraient l'accès des jeunes en situation de handicap à ce dispositif. Ensuite, et là je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus, mais la question des nombreuses difficultés que peut rencontrer le jeune au moment de son passage à l'âge adulte. Donc là, pour la CNAP, vraiment, il est nécessaire de pouvoir construire des solutions structurantes pour dépasser ces difficultés, et ça passera par l'adaptation de la société avec l'aménagement des lieux et des dispositifs qui sont dédiés à la jeunesse. Donc là, par exemple, j'ai donné l'exemple du service civique. Il y a aussi l'exemple du contrat engagement jeune, où la CNAP préconise que dans les 15 heures d'activités qui sont proposées à travers le contrat engagement jeune, des professionnels du handicap puissent intervenir pour accompagner vraiment le jeune et ses besoins particuliers. Donc, ça revient à la proposition suivante, qui est sur la poursuite du repositionnement de l'action du médico-social à l'extérieur de l'établissement. Pour ceux qui ont lu la note de la commission ou qui la liront par la suite, vous verrez qu'on a donné plusieurs exemples à ce niveau-là de comment certains établissements, et notamment des IM Pro, ont pu repositionner leurs actions davantage à l'extérieur pour étayer le jeune et les professionnels du droit commun sur le droit commun, le lieu où a envie d'évoluer le jeune. Et je pense notamment par exemple à un IM Pro qui ne fait quasiment plus d'ateliers en interne, mais dont les éducateurs vont davantage sur sur les lieux de droit commun où veut évoluer le jeune et permettre de tester tout en étayant les professionnels du milieu ordinaire à l'accompagner et à l'accueillir. Donc voilà un petit peu une autre recommandation sur ce sujet-là, était destinée aux jeunes qui peuvent être en rupture, et ce qui ressort souvent des échanges avec les membres de la CNAP, que ça soit du champ de la protection de l'enfance ou du médico-social, c'est que des jeunes qui ont été institutionnalisés durant toute leur enfance et toute leur jeunesse peuvent, à 18, 19, 20 ans, souhaiter sortir de l'institution et évoluer en autonomie dans le droit commun, et parfois se retrouvent en grande difficulté et un petit peu perdus finalement, et avec aucun acteur vers lequel se tourner. Et donc là, certains acteurs médico-sociaux, pour pallier cette difficulté, ont pu se rapprocher de services d'aller vers, et notamment de la prévention spécialisée, pour former les professionnels qui œuvrent dans ces services-là à accompagner, à remobiliser des jeunes en situation de handicap, pour pouvoir ensuite les orienter vers des dispositifs spécialisés qui pourront répondre à leurs besoins. Et sur le dernier point, donc, qui est finalement un principe d'intervention pour favoriser toutes les recommandations que j'ai déjà pu nommer, mais sur comment favoriser l'élaboration d'un cadre soutenant l'autodétermination du jeune. Donc c'est l'objet de la dernière partie. Et finalement, elle est venue sur le constat qui résume un petit peu tous les constats que j'ai pu nommer, mais que les jeunes en situation de handicap peuvent être contraints à une vie programmatique. Et par là, ce qu'on entendait, c'est finalement, va s'imposer à eux un projet
qu'ils n'ont pas nécessairement choisi, qu'ils n'ont pas nécessairement discuté, mais qui finalement s'imposent davantage à eux parce qu'on projette sur eux des éléments, des besoins, des aspirations, des capacités qui ne sont pas forcément les leurs. Et cela peut être des projections de par les professionnels qui l'accompagnent, mais ça peut aussi être les projections de leur famille et plus largement même les projections de la société tout entière. Et donc là, nous, on souhaitait vraiment faire des propositions pour pouvoir dépasser cela et permettre aux jeunes de construire un projet qui soit en adéquation avec ses aspirations, ses besoins, ses capacités. Et pour cela, il nous semblait essentiel que l'autodétermination du jeune devienne un des objectifs principaux de l'intervention. Et ça passe par différentes actions. Donc, l'ouverture pour les jeunes d'un espace de parole qui leur soit dédié pour qu'ils puissent s'exprimer sur leur accompagnement, sur leurs projets, sur leurs envies, sur leurs choix. On a vu en faisant cette note que ça existait dans certains établissements médico-sociaux. Certains, par exemple, mettent en place des conférences jeunes qui permettent aux jeunes d'échanger avec une personne souvent tiers à l'accompagnement sur tous ces sujets-là. Là, je vais passer relativement vite dessus parce que c'est un des fondements de l'intervention du SAS qui vous sera présenté dans 2 minutes. Mais c'est comment permettre aux jeunes d'expérimenter de nombreuses activités pour qu'ils découvrent ce qu'il aime, qu'il voit ses capacités et qu'il puisse finalement se confronter à ses envies ou découvrir ses envies aussi en, en découvrant différents secteurs. Donc, c'est vraiment lui permettre d'expérimenter et dans cette expérimentation, de faire du droit à l'essai un principe de l'intervention pour qu'il puisse essayer plusieurs activités, plusieurs domaines, etc., etc. Mais vraiment, je laisserai Laurent Drouillot détailler cela tout à l'heure. Et un autre sujet qui nous paraissait essentiel était de pouvoir permettre de développer la pérédance et le mentorat pour les jeunes en situation de handicap pour qu'ils puissent également découvrir avec ses pairs et en échangeant. Donc voilà un petit peu très rapidement les différents constats et recommandations qui ont pu ressortir de ces travaux de la commission médico-sociale. Vous l'aurez compris finalement, les constats qui sont ressortis étaient vraiment que le passage à l'âge adulte pour ces jeunes pouvait être semé d'embûches et beaucoup plus difficile que pour d'autres jeunes, même si le passage à l'âge adulte est difficile pour tout le monde, que cette difficulté, elle est encore plus accentuée si le jeune bénéficie d'un faible soutien familial et bien souvent s'il est également protégé et que finalement, on a vraiment plaidé à travers cette note de pouvoir se fonder et permettre aux jeunes de découvrir ses aspirations pour qu'il puisse bâtir un projet qui corresponde à ses envies, à son besoin et qu'il puisse évoluer et s'épanouir au sein de la société. Mais je vais vraiment laisser donc Laurent Drouillot, chef du service du dispositif SAS et d'une équipe mobile au CMSEA, détailler un petit peu leurs principes d'intervention et qui vont vraiment venir éclairer ces constats et recommandations qu'on a pu faire au niveau de la CNAP. Merci, bonjour à tous. Merci déjà Pauline pour votre invitation. Donc effectivement, je m'appelle Laurent Drouillot, je suis chef de service du dispositif SAS équipe mobile basé sur Morange en Moselle, sur l'est de la France. Euh, on est porté par le CMSEA. Pour rappel, je vais revenir très rapidement sur l'association parce que ça a son importance aussi. C'est le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte. C'est une association de sauvegarde, donc loi 1908, créée en 1950, reconnue d'utilité publique en 96. Mais c'est surtout une association de sauvegarde qui couvre l'ensemble du champ social et médico-social. On a un pôle handicap, un pôle protection de l'enfance, un pôle inclusion sociale et un pôle de prévention spécialisé. Donc vraiment, on couvre la quasi-totalité du champ du social. Euh, pour faire simple, en 2020, les pouvoirs publics ont réagi à tous les propos tenus par Pauline, hein, tous les besoins identifiés qui correspondent peu ou prou à un bon nombre de lois, hein. On peut citer la loi de 2002, la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la loi de 2007 sur la réforme de la protection de l'enfance, toutes les stratégies nationales hein, pour l'autisme, pour l'agir pour les aidants, et ensuite au niveau local, tout ce qui est plan régional de santé, schéma départemental enfance-famille, schéma départemental de l'autonomie.
Donc voilà, toutes ces politiques publiques ont fait que voilà, le département a dit on va faire le focus sur une population bien spécifique qui sont les jeunes à double vulnérabilité, c'est-à-dire confiés au service de l'aide sociale à l'enfance et présentant une situation de handicap, qu'elle soit notifiée ou non hein, dans l'appel à projet. Donc l'appel à projet date de 2020, fin 2020. 2021, c'est le CMSOA qui remporte cet appel à projet. Et il est donc décidé de créer un nouveau dispositif de manière innovante qui crée le SAS équipe mobile, donc deux volets, un volet internat continu dimensionné à 10 places et un volet équipe mobile. Euh, Innovant aussi dans le sens que, et ça c'est assez rare, on est cofinancé euh, à part égale, 50% par l'ARS pour le volet handicap et 50% par le département pour le volet protection de l'enfance. Donc nous, on ouvre le dispositif après quelques travaux de réhabilitation bâtimentaire en juillet 2021. Donc l'idée, voilà, c'est de faire un peu d'internat. L'internat, c'est 10 places, pas plus. C'est 10 places à destination d'un public qui vient de structures de protection de l'enfance de l'ensemble du département. Donc on parle là des centres départementaux de l'enfance. On a deux antennes en Moselle, Metz et Forbach, de l'ensemble des maisons d'enfants à caractère social et des assistants familiaux de l'ASE. Donc ils sont admis chez nous entre 17 ans et demi jusqu'à la veille de leurs 21 ans. Dans le cahier des charges, c'est marqué pour le temps d'accompagnement le plus court possible. Ça ne veut pas dire grand-chose en soi, puisque étant considéré comme un ESMS, tous les gens qu'on admet deviennent éligibles à l'abondement Creton. Donc on peut les garder après leurs 21 ans, après leurs 20 ans. Et parallèlement à ça, on crée une équipe mobile. Alors l'équipe mobile, c'est une petite équipe, c'est trois éducateurs spécialisés, un psychologue et une infirmière qui se rendent dans l'ensemble des structures de protection de l'enfance du département, encore une fois, pour apporter de l'appui et du conseil aux collègues de la protection de l'enfance. Que ce soit dans le repérage des troubles, que ce soit dans l'aménagement qui est possible de faire en fonction des handicaps relevés, dans une aide pour les démarches administratives auprès de la MDPH. Voilà, tout un panel, mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Pour faire tout ça, l'appel à projet dit on va vous mettre à disposition 17 personnes, 17,40 ETP, donc ça fait 20 personnes en tout. Moi, au-dessus de moi, j'ai le directeur de l'IM Pro de Orange qui s'excuse qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et sous ma responsabilité, j'ai 9 personnels éducatifs, j'ai un psychologue et une infirmière qu'on a voulu une infirmière de secteur psychiatrique, donc il y a cette compétence sur la santé mentale. J'ai trois veilleurs de nuit, une secrétaire et des services généraux. Donc ça fait une petite équipe hein, avec un ratio d'encadrement qui est quand même pas mauvais qu'on regarde de façon purement théorique pour 10 jeunes suivis en internat. L'idée, c'est que voilà, ces 9 personnels éducatifs, on s'est vite penché sur la question de savoir est-ce qu'on crée une équipe mobile différente de l'internat ou est-ce que c'était ceux de l'internat qui faisaient de l'équipe mobile. On a pris la deuxième solution pour la simple et bonne raison qu'on s'est dit que si on retirait trois éducateurs, on n'arriverait déjà pas à tourner sous des effectifs de sécurité sur l'internat. Mais en même temps, ces trois éducateurs qu'on détache à des moments spécifiques, ils vont dans les structures de protection de l'enfance et pour autant, ils ont encore un pied dans la réalité de terrain, qui est l'internat, parce qu'on a beau être un établissement médico-social ou un établissement de la protection de l'enfance, l'internat, il est quand même balisé quasiment à peu près pareil sur des grands moments d'internat. Donc voilà, ces éducateurs, on les met à disposition de l'équipe mobile, mais ils ont encore en tête les difficultés inhérentes à ce que peut être l'internat, à ce que peut être des temps de repas, des temps de soirée, des temps de lever. Donc voilà, ça influe en tout cas sur les décisions et les actions qui peuvent aider à mener à destination des collègues de la protection de l'enfance. Euh, En termes de file active, l'équipe mobile, c'est 20 situations suivies en même temps pour 50 situations à l'année.
on a une espèce de lourdeur administrative sur l'équipe mobile, mais qui est voulue euh, pour s'assurer qu'on n'est pas considéré comme les pompiers de service, à aller à la rencontre des structures de protection de l'enfance, voilà, pour extraire un jeune qui poserait difficulté du fait de son handicap. Donc, on est saisi par l'ASE, c'est l'ASE qui pilote les admissions, que ce soit sur le volet équipe mobile ou sur le volet internat. Donc, l'ASE nous saisit, nous demande d'intervenir. On intervient une première fois, on rencontre l'ensemble des partenaires. Une fois que c'est fait, on établit un plan d'action. Ce plan d'action, on le renvoie à tous les partenaires. Une fois qu'il est validé, on fait encore un peu d'administratif, on fait un contrat d'engagement multipartenarial. Donc là, c'est signé par le référent ASE, par la structure d'accueil du jeune et par la direction d'établissement ici à l'IMPRO. Et on part pour un contrat d'engagement qui fait 6 mois et qui sera reconductible une seule fois. Donc, dans la durée la plus longue, on interviendra 1 an à destination d'un jeune en particulier. En 2022, on a intervenu sur 27 situations. Et là, en 2023, 22 seulement pour l'instant. Bon, l'année n'est pas finie. On est en moyenne à plus de 250 interventions physiques sur site, sans compter ensuite les appels téléphoniques et puis et les réunions soit de projet, soit de synthèse. Comme je vous le disais, j'ai 3 éducateurs qui composent cette équipe mobile, un psychologue et une infirmière. Donc voilà, on a la possibilité, en tout cas en fonction des situations et des besoins repérés par les collègues de la protection de l'enfance, d'envoyer une personne, 2 personnes, de faire que du conseil aux équipes. Dans ce cas, on envoie un éduc et un psycho, de faire passer des tests aux jeunes hein, pour valider ou non, en tout cas, sa situation de handicap. Donc, j'ai le psychologue, moi, qui peut faire passer des VISC, des BICE, voilà. J'ai une infirmière qui peut intervenir pour tout ce qui a trait à la santé. Voilà, remettre le pied dans le droit commun, comme on disait hein, tout à l'heure, accompagner à la PMI, accompagner chez SHMAM. Euh, donc, en termes de ratio, le plus souvent, c'est un binôme éducateur-psychologue hein, qui se rend sur les structures de protection de l'enfance pour apporter appui et conseil. C'est en général une intervention sur 2 qui est rythmée comme ça. Donc ça, c'est pour l'équipe mobile, mais je pense que, comme Pauline nous disait, le plus important, ça restera sur l'internat. L'internat, donc c'est en gros une volonté aussi de trouver une échappatoire aux jeunes qui doivent sortir de MEX à 18 ans. Parce que Pauline disait tout à l'heure, voilà, il y a un âge charnière qui est celle de 20 ans entre le passage enfant et le passage adulte. Cet âge-là, nous, on l'a rabaissé à 18 ans. Hein. On est majeur en France à 18 ans. On est majeur pour le handicap, en tout cas pour les structures adultes handicap à 20 ans. Et c'est ce moment de 18 ans qui, nous, on a repéré comme un vrai point de fracture. L'ASE, en tout cas, pour l'hébergement, est censé, je dis bien censé, hein, se désengager des situations. Ils le font pas, et fort heureusement, mais voilà, ça crée en tout cas des problématiques dans les structures de protection de l'enfance. Quand on sait aussi que toutes les aides sociales à l'enfant de tous les départements croulent sur le nombre de demandes d'admission et d'OPP, il faut aussi faire de la place quelque part. Hein. Et donc, on va retirer, nous, des jeunes qui posent problème. Majoritairement, c'est comme ça qu'on va le dire, qui posent problème à l'aube de leur majorité dans les structures de protection de l'enfance. Alors, quand on dit problème, c'est pas qu'ils font parler d'eux défavorablement, hein, c'est qu'ils peuvent aussi se retrouver à 18 ans avec un projet qui n'est pas construit. Et voilà, ou à 18 ans, ben, on n'a rien, on ne sait pas où on va, et pour autant, il y a une situation de handicap, le droit commun n'est pas forcément adapté, et ça pêche dans l'orientation. Donc nous, on va les retirer de ces structures de protection de l'enfance et on va les admettre dans ce qui ressemble à peu près à une petite pension de famille. Hein. C'est un bâtiment qui fait 200 mètres carrés. Il y a beaucoup de monde. Hein, comme on l'a dit, au niveau des effectifs, on est plutôt confortable, même si, voilà, s'il y a des gens de l'ARS, on n'est pas contre des postes en plus. Ça, c'est, voilà. Mais on les accueille et l'idée, c'est de faire table rase de tout ce qui s'est passé avant. Nous, on le garde en termes d'information et de connaissance du jeune, mais le PPS, le PPE, on les garde bien au chaud, mais nous, on va construire un projet individuel d'accompagnement, un outil médico-social, hein, où on va respecter les aspirations du jeune. Euh, Après, ça peut être tout et n'importe quoi, mais l'idée phare de ce dispositif-là, c'est d'une, de pouvoir prendre son temps.
on n'est plus sur des rythmes ou avec des échéances proches, hein. On n'est plus dans une structure protection de l'enfance avec un coup près à 18 ans. On est sur une structure médico-sociale ouverte à l'amendement Creton. Donc, on peut se permettre de prendre du temps avec les jeunes. Donc, quand ils arrivent, eh ben, voilà, il y a déjà 2 semaines où ils restent avec nous, pas d'apprentissage, on tisse du lien. Parce que souvent, voilà, il y a cette fracture, cette rupture avec les structures protection de l'enfance qui mérite d'être travaillée en interne. Et une fois que voilà, il y a du lien avec le référent éducatif, avec l'ensemble de l'équipe, on a la chance de profiter de l'IM Pro de Morange, puisqu'on est un service rattaché à l'IM Pro de Morange. Donc, on a accès à tout leur plateau de jour, d'unités d'enseignement et de modules de pré-professionnalisation. Donc, on va un peu, voilà, se servir d'eux, de leur expertise pour aller chercher un peu les compétences travail, et, s'il y en a. Et ensuite, à 6 mois, on fait déjà un premier bilan, une pré-réunion de projet, si vous voulez, où là, on va réellement définir les aspirations. Elles peuvent être au travail, elles peuvent être aussi à vivre de son AH et dans le droit commun avec un appart. Voilà. Ça, on va le respecter. Euh, Peu importe ce que nous, on pense. L'idée, c'est que on laisse la possibilité aux bénéficiaires d'aller éprouver ses désirs. Si je devais citer qu'un exemple, on a suivi un jeune, d'ailleurs on continue à suivre, qui voulait travailler dans la petite enfance. Euh, on a la chance d'être à Morange, c'est une petite ville, 3000 habitants, tout le monde se connaît, c'est beaucoup plus facile pour parler partenariat. Donc on s'est rendu en périscolaire, on a pris attache avec la direction générale des services de la mairie. Et on a mis ce jeune homme en stage en périscolaire sur les temps de midi. Alors, c'est coûteux en termes RH parce qu'il ne peut pas y aller seul, hein, il faut qu'on laisse un éducateur avec. Mais ça lui a permis voilà, de savoir ce que c'était s'occuper d'un périscolaire, de se retrouver avec 50, 60 enfants qui courent, qui crient, qui mangent, qui font du bruit. Et lui-même, au bout de 3 jours, a dit, bah, écoutez, ouais, c'est trop dur, j'y arriverai pas, ça va trop vite, je ne peux pas. Mais l'idée, elle est bien là. L'idée est soutenue, elle est là. Elle est de permettre aux jeunes d'aller se confronter aux difficultés qui se trouvent dans le milieu ordinaire et d'en tirer lui-même les, 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 les instructions. C'est, on ne peut pas, nous, projeter nos désirs sur les jeunes. Nous, on savait que quelque part, ça allait achoper hein, ce projet de petite enfance. Mais c'est plus simple, en tout cas, de les laisser éprouver leurs difficultés et de les accompagner parce que au final, c'est plus un échec, c'est qu'une étape. Donc là, on les accompagne, on leur dit, voilà, maintenant que tu sais que tu avais mis le curseur un peu trop haut, voilà, où est-ce que tu veux le placer? Alors peut-être qu'il va vouloir aller retravailler dans un autre, pas dans la petite enfance, mais peut-être autrement, avec d'autres partenaires. Donc on va le remettre en situation de travail jusqu'à adapter le degré, en tout cas, de travail à ses potentialités. Donc on part toujours du milieu ordinaire et on va décliner petit à petit pour aller chercher du milieu spécialisé, du milieu protégé, ESAT, FESAT d'ailleurs. Donc voilà, mais l'idée soutenue, c'est réellement de laisser le jeune au centre de son projet. L'autodétermination, on en parle depuis longtemps, mais là, réellement, c'est notre fil rouge. Nous, on part du principe que le jeune, il a le droit d'avoir son idéal et qu'au final, il va quand même falloir l'accompagner là-dedans, même si nous, on pense que c'est pas adapté. Il faudra y aller. Alors, c'est coûteux, parce qu'il ne faut pas laisser transpirer non plus ce qu'on pense nous. C'est coûteux en termes RH parce qu'il faut accompagner de manière individuelle ces situations qui pour la plupart, sont intenses, hein, parce que c'est réellement eux des projections, des idéaux de vie qu'ils ont. Donc, il faut être armé derrière pour reprendre avec eux quand ça se passe pas bien. Et majoritairement, voilà, on sait que ça va pas forcément bien se passer. C'est des gens qui arrivent chez nous qui sont abîmés. On parle de handicap. Au ratio, on est sur, je crois, 90% des jeunes suivis chez nous ont une déficience intellectuelle compliquée d'un trouble psychique. C'est quelque chose qui commence à devenir récurrent. L'évolution des publics, elle est là. Le trouble psychique prend de plus en plus de place. Euh, donc, il faut les accompagner là-dedans. Et comme disait Pauline, en plus, c'est que 18-20 ans, c'est le moment
pour les troubles psychiques, en tout cas où la bascule s'opère, hein, c'est soit on arrive à les rattraper et à les garder dans un système de droit commun, soit la maladie mentale prend beaucoup trop de place, ça doit être supplémenté par des traitements qui viennent entraver encore plus les capacités, et ça peut aussi amener à des ruptures hospitalières. Donc l'idée, c'est vraiment de sécuriser au mieux le parcours en interne sur des petits dispositifs, hein. Je vous le rappelle, c'est 10 personnes, c'est 10 usagers accueillis. C'est franchement pas beaucoup. Un IM Pro, là, l'IM Pro sur lequel on est rattaché, c'est 80 jeunes accueillis. Euh, on n'est pas du tout sur les mêmes ratios. Nous, voilà, on prend le parti, c'est de prendre notre temps et de laisser le jeune avoir la possibilité de faire ses choix et surtout de les éprouver dans les partenariats qu'on peut tisser. On les emmène, on parlait de parcours citoyen très rapidement tout à l'heure, on les emmène, nous, on est en train de conventionner avec l'établissement français du sang pour que ce soit eux qui aident pendant les collectes de dons du sang, on est en train de voir avec les Restos du Cœur pour qu'ils aillent filer un coup de main. Voilà, on est en train de les remettre dans le tissu associatif parce que c'est des citoyens comme les autres et parce que voilà, il faut pas stigmatiser le handicap non plus. Ils ont des besoins particuliers, mais pour autant, ils peuvent avoir en tout cas des aspirations comme tout à chacun. Donc aujourd'hui, on a fait 13 admissions, hein, sur les 10 places qu'on a. Malheureusement, le système n'est pas parfait. Comme on l'a dit, hein, il y a cette période 18-20 ans qui peut être une rupture voulue, en tout cas par les bénéficiaires, hein. Quand on est placé à l'âge de 8 mois et qu'on est suivi jusqu'à ses 18 ans, on peut comprendre l'envie soit de retrouver ses parents, soit d'envoyer un peu balader les institutions en se disant c'est bon, maintenant je vais éprouver ma vie de mon côté. Donc malheureusement, on a déjà eu des sorties qui, qui sonnent droit à l'oubli, hein. On a essayé de les rattacher à l'équipe mobile, mais ça n'a pas été concluant. Ces personnes-là ont voulu, voilà, ne plus être suivies et il faut le respecter. C'est ça aussi l'autodétermination, hein. Ils ont fait leur choix et malheureusement, on doit les accompagner là-dedans. Donc après, voilà, nous, on a prévenu les équipes de prévention spécialisées de l'association, voilà, pour faire du relais, pour qu'ils soient connus, pour que leur situation puisse être traitée au mieux. Mais pour autant, parallèlement à ça, on fait des sorties aussi, des belles sorties, hein, des sorties positives. Il y a des gens qui sont arrivés chez nous sans réel projet et qui aujourd'hui signent des CDI en ESAT avec un hébergement en FESAT. Aujourd'hui, on est sur un autre usager qu'on nous on priorisé sur un foyer de vie qui fait des immersions en foyer de vie, mais le foyer de vie a dit, attendez, nous, si on le prend, on va le faire basculer sur des phases passerelles, donc avec une possibilité de travail en ESAT. Donc voilà, on a quelque chose qui est en marche. Mais qui correspond toujours aux potentialités et aux souhaits de l'usager. Et ça, en tout temps de son accompagnement, du moment où il vient chez nous jusqu'au moment où il en repart. Après, c'est compliqué de parler de ça, c'est purement théorique. C'est sûr que si vous avez des questions, après, ce sera peut-être plus simple d'échanger. Sur l'équipe mobile, l'idée, c'est réellement d'apporter des outils aux collègues de la protection de l'enfance pour qu'ils ne soient pas, eux, en difficulté vis-à-vis du handicap. On intervient dans les MEX, on intervient auprès de l'éducation nationale. Euh, c'est pas dans leur quotidien que de parler de renforçateur, que de parler d'aménagement du temps de travail, que de parler PEX, langage PEX, Picto. Voilà, nous, on apporte des petits outils comme ça, en sachant qu'on leur dit déjà que voilà, on n'est pas des magiciens. On ne sait pas mieux qu'eux. Eux, ils les connaissent très bien, les enfants. Nous, on arrive comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais c'est des petits outils pour que voilà, leur relation à l'usager soit meilleure, que eux soient moins en difficulté. Et c'est surtout qu'on réponde au mieux aux besoins voilà, du bénéficiaire. Ça reste ça quand même l'idée sous-tendue. Mais après, je sais pas, Pauline, si je dois en dire plus, parce que le dispositif, il est vaste, hein. On est rattaché à un IM Pro pour des questions de technostructure. On est trop petit pour pouvoir subvenir à nos besoins en termes de lingerie, de restauration. Et le rattachement à un IM Pro nous garantit en tout cas la couverture accident de travail pour les mises en stage. Ça facilite aussi les partenariats avec les structures extérieures, puisque c'est déjà couvert, c'est déjà balisé par des conventions. Euh,
par rapport à une équipe mobile. Dans l'équipe mobile, si on veut mettre quelqu'un en stage, on est obligé de passer par des missions locales. Donc ça complexifie encore, ça rajoute un intervenant. Donc voilà, ça éclate un peu le discours, mais on s'en sort, hein. L'idée, c'est que quand on fait quelque chose de toute façon pour le jeune, tout le monde est satisfait que ça avance. Mais nous, à l'interne, en étant voilà, rattaché à un IM Pro, c'est quand même beaucoup plus simple en termes de partenariat. Je pense qu'on va pouvoir passer aux échanges, Laurent, Oui, si ça te va. oui, oui. Je vais arrêter le partage, du coup, comme ça, on va mieux se voir. Est-ce que certains ont des questions? Vous pouvez, alors, juste pour les petites règles concernant les échanges, vous avez, si vous pouvez lever la main et vous présenter avant de prendre la parole, comme ça, on sait d'où vous venez. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Moi, peut-être, j'en avais une, et puis je l'ai pas dit, mais pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat, et moi, je les relève, et puis je les pose directement à Laurent, ou si elle est pour moi. Alors, je vois qu'il y a Madame ou Monsieur Maury qui a levé la main. Madame. Oui, bonjour. Anne-Claire Maury, je suis directrice adjointe de l'IMP Saint-Joseph et du COJ ADAPRO. Et c'est plutôt pour le l'IMP Saint-Joseph que je m'interroge. Concernant l'équipe mobile, qui est-ce qui vous sollicite? Est-ce que c'est les opérationnels qui sont aux côtés du jeune, ou est-ce que en général c'est plutôt la direction? Et auquel cas, est-ce que c'est bien vécu par les équipes sur le terrain? Comment Alors ça se déjà, passe? Excusez-moi, je vous Ah, entends. Laurent, votre micro s'est coupé. ça doit être beaucoup mieux maintenant. Déjà, merci de votre question. Effectivement, je ne l'ai pas précisé dans la présentation, mais dans la construction du projet, on s'est vite posé la question de qui était le chef de file des demandes d'admission, des demandes de suivi. En tout cas, nous, pour pas, dans une volonté d'être ni juge ni partie, on a tout délégué à l'aide sociale à l'enfance. Donc, on n'agit que sur saisine de l'aide sociale à l'enfance, que ce soit pour le volet internat ou pour le volet équipe mobile. Dans l'équipe mobile, en général, c'est les professionnels de terrain, donc les professionnels de MEX, les professionnels du CDE ou les assistants familiaux qui vont alerter le référent placement du jeune d'une situation un peu compliquée et ça remonte comme ça au niveau de la direction de l'ASE et ça retombe en cascade sur notre dispositif par le biais d'une saisine où voilà, on est sommé, on nous demande en tout cas d'intervenir auprès des professionnels. Je vous avoue que des fois, les référents placement prennent la décision un peu trop vite et ça se sent tout de suite quand on arrive sur certaines équipes. Oui, il y a un sentiment de oui, on va être épié, qu'est-ce qu'on a mal fait, pourquoi on vient juger notre travail. Donc là, encore une fois, c'est du gros travail d'explication hein, en disant que nous, on vient pas là pour juger les équipes. On est persuadé qu'ils font du bon travail avec les outils qu'ils ont. On vient juste essayer d'éclairer la situation d'une manière différente et d'apporter des outils complémentaires. Merci. Alors, on a Madame Rabillou. Ah, votre micro, ouais, c'est bon. Bonjour, je suis désolée, ma caméra ne fonctionne pas. Je trouve votre dispositif très intéressant. Moi, je travaille pour un dispositif, je suis assistante au parcours et projet de vie, justement pour les personnes en situation de handicap, donc tout handicap et tout âge. Et donc, le rapport avec les équipes, donc c'était ma question, donc c'est super que la personne précédente l'ait posée. Mais c'est surtout de savoir, donc l'autodétermination est au cœur finalement de ces projets et est extrêmement importante pour la suite aussi. Où est la place du jeune quand vous êtes saisi? Parce que là, donc, il va faire des stages avec vous, etc. Mais comment c'est construit avec lui pour participer avec vous? Parce que vous travaillez avec les équipes, mais vous travaillez avec le jeune également. Donc, est-ce que vous avez entièrement son accord? C'est à vous de l'apprivoiser. Il a voilà, est-ce qu'il a son mot à dire dès le départ, ou c'est vraiment qu'après cette période d'essai, quand il vous voit? Alors, pour l'équipe mobile, on est saisi de manière très professionnelle par les professionnels pour se rendre sur site.
Nous, sur notre première intervention, on demande la présence du jeune bénéficiaire. En tout cas, sur le deuxième temps de la réunion, la première, c'est de la collecte d'informations. La deuxième, on fait connaissance avec le jeune. C'est sûr que je pense pas que dans toutes les situations, on demande, les professionnels de terrain demandent l'accord du jeune pour aller saisir l'ASE, pour demander à ce qu'il y ait des intervenants extérieurs. Mais nous, on se présente et voilà, l'adhésion en tout cas du jeune sur nos interventions est primordiale. Si ça coince et que le jeune de toute façon ne veut pas nous voir, veut pas travailler avec nous, on va aller re-questionner les équipes en se disant est-ce qu'on peut pas non plus maintenant modifier notre territoire d'intervention et dire voilà, on n'intervient plus en direct auprès du jeune, mais on va intervenir à votre destination, vous professionnels, pour vous appuyer et vous aiguiller un petit peu. Mais effectivement, D'accord. l'adhésion est recherchée, elle est euh, dans la très grande majorité présente. Je crois qu'il n'y a qu'une seule ou deux situations sur les 50 suivis où ça a été un peu plus compliqué. D'accord. Merci beaucoup. Et peut-être, je continue un peu la question, du coup, sur le SAS, comment vous faites sur le même volet, finalement, là, vous avez parlé de l'équipe mobile, mais au niveau du SAS, comment vous faites pour construire finalement ces essais avec le jeune? Ces essais, une fois qu'ils Ben, sont admis ou avant oui, l'admission. voilà. Bon, pourquoi pas les deux, avant et Avant une fois. l'admission, là, je vous avoue que c'est réellement l'ASE qui pilote. Donc, c'est eux qui font des demandes d'admission. On a des périodes d'immersion qui sont prévues dans le process d'admission pour que le jeune puisse voir qui on est, ce qu'on fait. Donc, c'est des immersions à la journée, puis un week-end, puis des nuits en semaine. Et puis, petit à petit, voilà, on arrive sur une admission. Il y a quelques admissions qui se font de manière un peu plus sèche parce que soit il y a une urgence du moment, on a extrait et admis des jeunes en urgence, bien que ce soit pas réellement notre objectif premier, mais voilà, la situation, il y avait une situation de péril en tout cas, donc c'était plus une mise en sécurité chez nous aussi. Euh, Après, pour ce qui est des mises en stage, réellement, c'est dans les premiers temps, c'est petit à petit, hein. C'est là, on a une jeune qui veut faire fleuriste. Je sais quoi, il y a un éducateur qui s'est détaché un week-end pour aller chez la fleuriste, passer 2 heures, regarder, discuter. Voilà. Ensuite, elle est ressortie. Une semaine après, on a fait un bilan pour voir ce qu'elle en avait compris, si elle voulait y retourner. Elle y est retournée seule, mais juste en tout cas pour de l'observation. Et la troisième semaine, maintenant, on part sur un conventionnement. Elle va passer une journée, mais dans le cadre d'une professionnalisation. Elle va y aller pour travailler. Mais ça va être vraiment une montée en charge progressive, parce que l'idée, même si on sait que c'est fragile, c'est de limiter les situations d'échec, quand même, quoi qu'on en dise, hein. Très bien. Alors, j'ai une question aussi dans le chat. Nous accueillons dans notre LVA des mineurs et majeurs en situation de handicap, psychosévère et autistes. Pouvez-vous m'expliquer comment vous avez obtenu la double autorisation CD et ARS? Eh ben là, je vais pas pouvoir vous aider, ça dépasse mes compétences de chef de service. Je sais que, pour mémoire, c'était déjà dans l'appel à projet des pouvoirs publics, hein. Il y avait déjà ce cofinancement qui était imaginé. Mais après, je peux essayer de me renseigner auprès de ma direction et puis je ferai remonter l'info par Pauline. Hmm. On pourra le renvoyer aux participants. Ouais. On a Madame Rivière. Bonjour, Bonjour. donc Laurence Rivière, donc je suis chargée d'insertion au sein de l'ESAT d'Eguisheim. La question que je me pose, c'est que les 10 jeunes que vous avez au sein de l'internat, est-ce que vous arrivez à bien travailler avec les missions locales, du coup? Vous Alors, travaillez avec eux, je pense plus facilement qu'avec Pôle emploi, mais c'est quelque chose que vous arrivez à mettre en place? pour l'internat, on n'utilise pas mission locale. Vous n'utilisez pas la mission locale? Non, parce on est couvert par l'IM-Pro pour tout ce qui est mise en stage. Ah, donc Donc, il dépend de l'IM-Pro, oui. Ouais, ouais, on a ok. été rattaché à un IM-Pro justement pour pouvoir bénéficier de cette couverture accident de travail qui nous D'accord, permet de ne pas avoir besoin de passer par une mission locale pour des mises en stage. ok. Ça facilite un peu les choses. Les choses, ouais. Ok. Après, moi, ouais, je trouve que c'est toujours un petit peu dommage parce que justement, les jeunes qui sont en IM-Pro ne peuvent pas s'inscrire ni à Pôle emploi ni à la mission locale. Et ça pourrait faire un. Après, ça dépend pas de vous, hein, mais ça pourrait faire un pont justement vers le droit commun. Ça les empêche d'avoir accès à plein de choses, en fait. C'est dommage.
Je suis bien d'accord avec vous. C'est même pour ça que on a la chance d'avoir une communauté 360 pas loin de chez nous, à Dieuze, qui se rapproche de plus en plus de l'ensemble des équipes mobiles, hein, parce qu'en Moselle, il y en a pas mal, hein. Il y a une équipe mobile d'appui médico-social, une équipe mobile pour l'autisme. Voilà. Et ils se rapprochent de nous pour créer des réunions et voir voilà, comment on peut travailler mieux ensemble déjà, hein, histoire que une équipe mobile ne fasse pas le même travail qu'une autre, hein, et, délimiter les champs d'intervention. Et c'est surtout la volonté, c'est d'aller vers le droit commun. Donc c'est aussi ramener le droit commun plutôt dans le champ du handicap et voir quelle plus-value ils peuvent nous apporter et comment ça peut faciliter les choses. Et ça, c'est un travail qui est en création et qui demande pas mal de temps pour lui. On a Jean-Paul Aron, Aron, je ne sais pas. Oui, bonjour. À Rennes, je suis dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est comme ça qu'on dit. Donc moi, je suis coordonnateur santé au département et je suis aussi chef de projet d'une expérimentation article 51 qui s'appelle Santé protégée, qui vise à garantir un parcours de soins aux enfants qui relèvent de la protection de l'enfance, enfants et adolescents de 0 à 18 ans. C'est une expérimentation d'ailleurs qui va se terminer l'été 2024 avec, vous allez voir arriver dans vos départements un déploiement national si tout se passe bien. Alors juste pour être rapide dans la contextualisation, c'est que on a un partenaire très fort dans ce dispositif qui est le DAC, dispositif d'appui à la coordination, qui est sous tutelle de l'ARS et qui est à mi-chemin entre le sanitaire et le médico-social. Et ce DAC a une équipe de coordinatrices qui est le bras droit santé des éducateurs spécialisés à l'ASE pour l'accès aux soins. Et, voilà. Et le point de départ, c'est un bilan initial tel que prévu dans la loi, complet, qui soit à la fois psychologique et somatique. Et là, en fait, ma question va porter sur la relation que vous avez avec la MDPH, parce que là, j'ai un point de vigilance en ce moment qui est tout frais, c'est que nos coordinatrices sont de plus en plus sollicitées, les coordinatrices du DAC, pour, euh, comment dire, pour aider à tout ce qui est accès au droit MDPH. Et ça commence à prendre de plus en plus la part de leur activité. Du coup, il y a moins d'inclusion et du coup, on dévoie un petit peu le dispositif. Parce que à la fois les référents de l'ASE, mais aussi des éducateurs d'AEMO, etc., ont bien repéré que le DAC avait un point d'entrée à la MDPH et que peut-être n'avait pas. Donc, je voulais savoir un petit peu, vous, SAS, comment vous travaillez avec la MDPH pour tout ce qui est aide et démarches administratives et voir un petit peu quel levier moi je pourrais avoir ici pour faire en sorte d'améliorer un peu la situation sur ce point-là, quoi. Je ne sais pas si j'ai été clair. On travaille plutôt bien avec la MDPH. C'est un bon partenaire à nous. On a 2 référents MDPH pour l'établissement. Alors, je ne connais pas les délais d'instruction des dossiers MDPH dans vos régions. En tout cas, peut-être que je vais faire 2, 3 jaloux, mais nous, en tout cas pour ce qui est du SAS, le partenariat fonctionne très bien, puisque quand on fait une demande d'orientation ou d'instruction de dossier MDPH, en général, on passe en CVA dans les 15 jours. Et on a notre réponse dans les 15 jours, alors qu'en moyenne, en Moselle et dans le Grand Est, on est à 4 mois d'instruction. Euh, donc voilà, le dispositif il a vraiment été pensé pour alléger le volet administratif et permettre en tout cas la réorientation des jeunes en fonction des besoins. Donc je peux pas trop vous aider parce que nous, pour le coup, ça marche bien. Chaque éducateur, en tout cas de personnel éducatif, a une référence éducative au niveau d'un jeune et c'est lui qui est en charge de l'instruction de dossier MDPH. L'ASE ne gère pas ça, hormis par rapport au rapport social qui doit joindre à la demande. Mais moi, j'ai un éduc égale un jeune égale un dossier MDPH. Et de l'autre côté, j'ai 2 référents MDPH qui sont ultra réactifs et qui permettent que tout se passe bien et rapidement en tout cas. Oui, effectivement, vous êtes très bien doté Oui, pour bien travailler avec eux. Ouais. Bon. Merci pour votre réponse en tout cas. mais de On rien. a des réactions, je pense, sur le sujet dans le chat avec notamment une personne qui nous partage que dans le Calvados, c'est 14 mois d'attente. Oui, ok.
On n'est pas sur les mêmes choses. Et il y a aussi une autre question dans le chat. N'avez-vous pas de soucis concernant le logement des jeunes majeurs hors internat? Et je pense que ce n'est pas la même. Enfin, il y a deux questions. Et une autre question sur combien de travailleurs sociaux par personne accompagnée. Alors, pour ce qui est du logement des jeunes hors internat, on les suit principalement. Ils sont dans les MEX, donc il n'y a pas réellement de problème d'internat. Soit dans les MEX, soit dans les assistants familiaux de l'aide sociale à l'enfance. Donc, je pense que j'ai pas dû saisir la question parce qu'il y a pas réellement de problème d'internat, en tout cas pour les jeunes qui sont pas sur le dispositif d'hébergement du SAS. Et peut-être sur les sorties que vous avez eues déjà du SAS, est-ce que le logement a posé question à un moment? Le logement pose question parce qu'autant ils ont des compétences et des potentialités sur le monde du travail, autant le logement, c'est d'autres compétences, c'est d'autres habiletés sociales et tenir son logement et aller travailler sont deux choses différentes. Donc effectivement, on est confronté à chaque stage qu'on met doit correspondre aussi à un hébergement en foyer, en FESAT. Donc ça complexifie un peu les choses. Après, on a beaucoup d'assauts à côté de chez nous qui font et les deux, hein, et de l'ESAT et du FESAT. Donc on commence à être reconnu sur le territoire, et on travaille plutôt bien avec eux. Donc on va un peu partout sur le territoire de la Moselle, mais effectivement, on est obligé de faire et du travail et de l'hébergement de façon concomitante. Et alors, il y avait une question à la suite qui était combien de travailleurs sociaux? Alors, attendez, parce que la personne vient de mettre dans le chat logement pour les majeurs restent en MEX et en famille d'accueil. C'est quand vous accompagnez sur l'équipe mobile, est-ce que les majeurs c'est plutôt des mineurs que vous accompagnez sur l'équipe On mobile? n'accompagne pas de majeurs aujourd'hui. On est habilité 0-20 ans, mais en général, on intervient jusqu'à 17 ans, 17 ans et demi, je crois, pour le plus vieux. Parce qu'à 17 ans et demi, ils chantent de l'équipe mobile et ils évoluent vers une demande d'internat chez nous. Donc, ils basculent d'un dispositif à l'autre. Et donc, du coup, il y avait l'autre question de cette personne qui était combien de travailleurs sociaux par personne accompagnée? Euh, j'ai j'ai, euh, j'ai 9 personnels éducatifs et 2 du soin, donc 11 personnes, pour 10 sur l'internat et 20 sur l'équipe mobile. En sachant que, comme on le disait, c'est la même équipe qui fait les deux, hein. Bon, mes éducateurs qui font de l'équipe mobile, par roulement, ils font aussi de l'internat pour garder cette réalité de terrain. Mais je suis en capacité, si vous voulez, par journée, de mettre 2 éducateurs sur l'équipe mobile, euh, trois en tout cas sur l'intégralité de la journée sur l'internat, donc je suis déjà à 5, plus le psychologue et l'infirmière qui se détachent en fonction des besoins. Il n'y a pas de ratio, si vous voulez, défini. C'est réellement en fonction des besoins, mais aujourd'hui, c'est un éducateur le matin et 2 du soir pour l'internat, pour 10 usagers suivis. Et c'est potentiellement 2 éducateurs ou travailleurs sociaux sur l'équipe mobile par jour. D'accord. Et je vois que Madame Maury a relevé la main. Désolée. J'aurais aimé savoir si on pouvait avoir un peu plus de contenu sur le profil des jeunes accueillis, parce que j'entendais tout à l'heure que vous parliez de nouveaux publics. Je vous entends parler aussi d'expérimentation au travail. Est-ce que vous avez un public très hétérogène ou parce que par exemple, vous voyez, nous à l'IMP, on peut accueillir des jeunes qui entrent dans la catégorie des situations complexes, pour lesquels qui sont très très loin du travail et qui au niveau de la protection de l'enfance, finalement, aucun établissement n'en veut parce qu'ils ne sont pas en mesure de les accompagner. Est-ce que l'internat pourrait accueillir ce type de jeunes ou est-ce que c'est réservé, entre guillemets, vu l'accompagnement, à un public plus autonome? Aujourd'hui, l'internat, si vous voulez, il a été balisé dans les textes. Les 2 conditions sont qu'il soit suivi par l'aide sociale à l'enfance et porteur d'une situation de handicap reconnue et notifiée par la MDPH. Donc, on est pluri-handicap. Aujourd'hui, moi, j'ai des éducateurs qui doivent
composé, si vous voulez, entre des profils qui vont sortir CDI, ESAT, FESAT, et des profils qui potentiellement, au vu de leur évolution aujourd'hui, hein, sont orientés sur des foyers d'accueil médicalisés. D'accord. Pour autant, ils ont des âges qui sont similaires. Et, j'ai j'ai un jeune qui a été testé à 104 de QI avec juste des troubles du comportement qui rentrent dans le champ du handicap. Et parallèlement à ça, j'ai un jeune homme de 20 ans qui présente un QI qui frôle, qui se situe entre 18 et 24 mois d'âge mental. Donc, ça demande aux éducateurs d'être très caméléons, très adaptables pour le coup, mais il n'y a pas de profil type. Donc, D'accord. ça crée aussi un groupe très hétérogène, mais c'est voulu quelque part, parce que sinon, on aurait, à juste titre ou pas, hein, au fur et à mesure des admissions, viser soit l'homogénéité des publics, soit les situations peut-être les moins compliquées. Et c'était pas le but, c'était vraiment le but, c'était d'éviter les ruptures. Et les ruptures, elles se trouvent partout, hein. Donc, nous, on vise pas les publics, on prend du moment que c'est notifié MDPH. D'accord. Merci. Super, merci. Moi, j'avais une question justement, comme on parlait du groupe à l'instant. Est-ce que, justement, est-ce qu'il y a une dynamique de groupe finalement qui se crée entre les jeunes qui sont accueillis au niveau de l'internat et qui peut aussi favoriser la construction du projet pour les jeunes? On essaie d'établir de la pérédance à chaque admission, voilà, un petit tutorat à l'interne. On assigne un autre élève pour qu'il lui fasse faire le tour de l'établissement, qui lui explique un peu comment ça va se passer les premiers jours. Voilà. Euh, donc oui, il y a un phénomène groupal, c'est certain. Et c'est bien le problème aussi des petites structures, c'est que le groupe crée de l'appartenance et que quand on arrive au moment où il faut mettre à terme un projet, voilà, créer une sortie définitive, on a déjà fait face à des jeunes qui ont mis en place des stratégies pour que le projet n'aille pas au bout, pour la simple et bonne raison de pouvoir rester avec nous et de continuer leur accompagnement au SAS. Donc voilà, il y a ce phénomène d'appartenance qui est à prendre en compte aussi comme un levier d'action, mais aussi un frein à terme quand on parle de sortie définitive. Ouais, merci. Et justement, on parlait de sortie, il me semble, alors vous l'avez peut-être dit au début, mais je sais que dans nos échanges, on n'avait pas pu en discuter. Il me semble que justement, un des points, un des avantages du ça, c'est que vous n'êtes pas tenu à une durée d'accompagnement, contrairement Non. à vous n'avez pas de date de fin. Est-ce que vous avez à peu près une moyenne du temps de l'accompagnement, justement, avec ce principe-là? Alors aujourd'hui, sur le nombre de jeunes accueillis, on est à 377 jours, je crois, de moyenne d'accompagnement. Mais c'est des moyennes qui vont, je pense, augmenter parce que les profils des publics changent, que là, on est plus, en tout cas sur les jeunes qu'on accueille sur des foyers de vie, moins sur le travail, et on s'est vu poser, je crois, un délai de 8 ans d'attente pour un foyer d'accueil spécialisé. Alors, certes, on a le temps, oui, parce qu'on est éligible Creton, donc on a un peu plus le temps. Mais 8 ans, non, il va falloir qu'on trouve un autre projet et rapidement parce que il ne peut pas passer 8 ans avec nous. Mais après, ça, c'est quelque chose qui est connu sur le niveau national, je pense, hein. Même si nous, en tout cas au niveau du département, le président Weiten, qui est le président du département, avait posé en tout cas une priorisation sur les enfants à double vulnérabilité. Je vous avouerai que ça a un peu de mal à transpirer dans la réalité et que, ok, nos dossiers, ils sont priorisables, mais un foyer de vie va dire que, à juste titre pour le coup, qu'une personne en situation de handicap avec des aidants vieillissants, c'est tout aussi prioritaire. Donc, après, il faut prioriser l'urgence. Donc, ça, c'est charge au directeur de foyer de vie et autres structures handicap adulte de le faire. Mais, mais aujourd'hui, voilà, 377 jours, mais à mettre entre guillemets parce que je pense que ça va augmenter. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? C'est pas forcément des questions d'ailleurs.
Alors oui, donc on a effectivement quelqu'un qui... Alors, il y a quelqu'un qui réagit dans le chat et justement sur la question de l'orientation des personnes adultes vers des foyers de vie, des masses ou des femmes avec des attentes particulièrement longues. Donc effectivement, hein, Laurent l'a dit, et c'est ce que j'ai pu dire en préambule, on a un petit peu choisi dans la note de nommer ce constat, mais d'aller aussi plutôt étudier tout ce qui était comment on anticipe et on adapte les dispositifs de droit commun. Mais effectivement, c'est un constat qu'on fait au niveau national, hein, ce manque de place dans le secteur du médico-social adulte. Et où actuellement on reçoit, nous, c'est pas forcément notre champ d'action au niveau de la CNAP, étant donné qu'on s'intéresse à l'enfance et à la jeunesse jusqu'à à peu près 25 ans, mais les associations qui ont plutôt ce champ d'action-là le remontent régulièrement auprès des politiques publiques. Je vois, alors Monsieur Arène avait levé la main, je ne sais pas si s'il a dû partir peut-être. Est-ce que d'autres personnes ont une dernière remarque ou une question? Alors, j'ai Monsieur Vimon. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour, Dominique Vimon, je suis chef de service sur un ITEP sur Caen. Je suis avec mon équipe sur un dispositif de 16 ans et plus. On est en réunion aujourd'hui, donc je vous remercie du sujet. C'est un sujet qui nous préoccupe au quotidien avec nos jeunes, surtout sur les fins d'accompagnement. On accueille les jeunes jusqu'à 20 ans. On a aussi rattaché un autre service qui peut aussi accompagner au-delà des 20 ans, à partir de 18 ans, mais aussi après les 20 ans. Cette question, effectivement, nous travaille au quotidien, surtout effectivement sur des situations plus complexes, avec des situations familiales où il y a une rupture effectivement de ressources familiales. Donc là, on est vraiment confronté et la difficulté qu'on rencontre, c'est de pouvoir travailler déjà sur l'acceptation du handicap pour le jeune. Ça, c'est un travail qu'on mène au quotidien avec lui, avec sa famille, autour de l'acceptation du handicap pour pouvoir travailler avec lui sur des orientations, sur des secteurs protégés. Donc ça, il y a un gros travail qui est engagé là-dessus. C'est pas toujours simple et aisé de pouvoir travailler sur cette question-là. Une fois que la question et les choses ont pu être posées avec le jeune, c'est toujours plus simple de pouvoir commencer le projet d'orientation et malgré tout, le temps vient jouer sur le fait de pouvoir des fois anticiper. Sur l'introduction que vous avez faite, effectivement, il y a toujours cette question de pouvoir anticiper les choses. Mais c'est vrai que des fois, ça demande du temps, déjà rien que dans l'acceptation du handicap. Donc, tout ce travail-là est engagé. Une fois qu'on a pu engager ce travail-là, on est confronté effectivement à rencontrer des difficultés pour pouvoir réorienter nos jeunes. On travaille beaucoup avec les ESAT. On a été longtemps, nous, on est avec des jeunes qui ont des troubles du comportement, donc on n'était pas forcément dans l'aboutissement d'orientation vers des ESAT. On était plus sur des dispositifs de droit commun. C'est des jeunes qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Voilà, au jour d'aujourd'hui, les profils ont évolué un petit peu. On a plus de jeunes qui sont en difficulté de pouvoir s'inscrire sur du milieu ordinaire à plein temps. Donc, effectivement, l'orientation vers des ESAT vient du coup dans nos accompagnements de fait. Donc là, on a engagé pas mal de temps de concertation, de rencontres avec les ESAT. On s'aperçoit aujourd'hui qu'auprès des ESAT, ça évolue aussi dans leurs préconisations, dans leurs attentes. Donc, il y a tout ce travail-là qui est un travail de longue haleine, qui est engagé avec les équipes et avec le jeune. J'entendais, j'avais été un peu jaloux aussi, on est jaloux un peu quand on a entendu les facilités que vous aviez de travailler avec l'MDPH, c'est très bien, c'est super. Nous, la difficulté qu'on rencontre également, c'est qu'effectivement, avant de pouvoir de penser une orientation vers un ESAT,
on nous demande de construire tout un dossier avec des expérimentations en milieu ordinaire pour être sûr que le jeune n'est plus adapté pour le milieu ordinaire. Donc, ça nous demande de pouvoir accompagner des jeunes sur des stages de milieu ordinaire. Et on sait très bien que ces jeunes-là vont être en difficulté, mais on le fait pour pouvoir valider nos observations du quotidien. Donc, c'est des fois une perte de temps énorme et d'énergie pour pouvoir constituer un dossier pour enfin, dans l'espoir de pouvoir aboutir sur des orientations vers des ESAP. Donc, voilà, moi, je n'ai pas forcément de questions, mais en tout cas, je voulais mettre un petit peu au débat cette question-là. Et effectivement, dans votre présentation que vous aviez pu faire en introduction, effectivement, c'est une thématique qui nous touche au quotidien. Donc, je ne sais pas sur la commission que vous avez pu engager, s'il y a des choses de penser aussi au travail au niveau de la société, au niveau des ministères, au niveau voilà, pour pouvoir aussi qu'on soit mieux reconnu, nous, en tant qu'établissement médico-social, pour pouvoir aussi être plus facilitateur dans nos accompagnements auprès des jeunes. Mais je crois qu'il y a voilà, il y a une mise en commun, en tout cas, de tous les établissements qui devraient être pensés pour pouvoir être plus facilitant pour nos jeunes dans leur parcours. Oui, tout à fait, hein. C'est vraiment un des sujets que travaille la CNAP, et pas forcément que sur cette question. Mais alors déjà, la CNAP s'intéresse beaucoup à la coopération entre les différents secteurs, et ça à tous les âges de l'enfance et de la jeunesse. S'intéresse beaucoup à la question des transitions. Donc pour les jeunes en situation de handicap, il y a beaucoup la question de la transition école primaire, collège, mais il y a aussi beaucoup la question donc justement passage collège, lycée, et la celle à laquelle on s'est intéressé donc, passage à l'âge adulte, et vraiment les recommandations qu'on essaye de porter systématiquement, c'est ce que vous dites, hein. Donc, c'est en plus parfois du manque de place ou de moyens de certains acteurs, et ça qu'on ne nie pas et qu'on rappelle, mais c'est comment on peut davantage proposer un accompagnement global à l'enfant ou au jeune, avec vraiment une mise en commun de tout ça. Et nous, ce qu'on ressort aussi beaucoup de ces discussions avec la commission, c'est que tout ce dont vous avez parlé, la question de la coordination, d'anticiper, etc., ça prend du temps, et et ça doit être reconnu, et des moyens dédiés doivent être dédiés à ces questions-là, parce que c'est pas finalement à un moment, lorsqu'il y a eu la logique de transformation en dispositif, etc., il y a pu y avoir une pensée au niveau, on va dire, des pouvoirs publics, de se dire ça va coûter moins cher, alors qu'en fait, pas forcément. Toute la question de la coordination, de l'ouverture sur les autres et des liens avec le droit commun va aussi, enfin, nécessite d'être financé pour que ça puisse être bien fait, qu'il puisse y avoir des liens. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Oui, il n'y avait pas vraiment de question en soi, mais c'est vrai que on voit bien qu'on est tous à vouloir penser les choses, à être, je ne sais plus le terme qui était utilisé tout à l'heure, un caméléon. Voilà, on essaye d'être au jour, le jour est inventif, mais il y a des fois, il y a des choses, des limites qui nous incombent pas, et il y a des portes qu'on doit ouvrir. Alors on les ouvre quand on arrive à monter des partenariats avec les acteurs des droits communs, mais c'est vrai que ça demande du temps, une énergie, ça demande de conventionner. Des fois, on n'a pas forcément le même langage ou les mêmes contraintes. Donc, on a des jeunes derrière, et des fois, on perd du temps pour, voilà, pour des choses administratives, en fait. Mm. Oui, tout à fait. Bah, c'est exactement, oui, ce qu'on essaye de porter, en disant qu'il faut aussi des fonctions dédiées à ces questions-là. Je sais qu'il y a certains dispositifs qui ont pu identifier des référents qui, en fait, ont vraiment cette mission d'aller mailler le territoire avec les acteurs du droit commun, avec les autres acteurs du handicap qui pourraient prendre le relais, etc. Et de conventionner. Et à côté de ça, il y a d'autres professionnels qui, eux, vont être dans l'accompagnement global de l'enfant. Et en fait, cette mission de maillage ne vient pas impacter les missions que ces professionnels-là peuvent avoir auprès de l'enfant ou du jeune en direct. Mais eux, par contre, vont pouvoir s'appuyer sur tous les maillages qui vont avoir été faits pour leur accompagnement. Je vais peut-être pas mobiliser la parole parce que
il y a tellement de choses vastes à dire et effectivement, le sujet s'y prête. J'entendais tout à l'heure parler des missions locales. Nous, on a des jeunes qui sont une notification MDPH et avec qui on arrive à travailler sur les missions locales. Ils sont inscrits, donc on travaille plutôt bien avec eux. Le souci étant, c'est qu'effectivement, toujours dans l'idée d'avoir des jeunes parfois qui vont aller s'orienter vers des milieux protégés, la mission locale, eux, dans leurs outillages, vont proposer, par exemple, des remises à niveau scolaire ou des choses comme ça, en fait, où le jeune, nous, on sait que pour ce jeune-là, c'est pas forcément le plus adapté. Pour autant, comme il est inscrit sur la mission locale, les conseillers ont ces outils-là sous la main. Le jeune est finalement plutôt demandeur, mais du coup, il y a aussi des fois des pertes de temps, puisqu'on a des retours de bâton avec des jeunes qui reviennent et qui nous disent bah, moi, l'orientation ESAT, j'en veux plus, je repars sur du milieu ordinaire. Et là, tout le travail qu'on avait déjà engagé d'acceptation du handicap est à refaire. Alors bon, on joue le jeu, on recommence et on repart avec les attentes et besoins et l'autodétermination du jeune. Mais des fois, on sait que c'est déjà voué à l'échec. Alors, on accompagne nos jeunes dans cette autodétermination, mais des fois, on perd du temps. Alors, on essaye aussi de rencontrer, d'aller à la rencontre des missions locales, mais c'est vrai que des fois, on n'a pas toujours les mêmes. On n'est pas toujours dans le même champ. Pour autant, on parle des mêmes choses, mais dans l'accompagnement, des fois, c'est facilitant pour certains jeunes, puisqu'on a des jeunes qui sont suivis par les missions locales, qui eux, peuvent accéder à des formations avec ENEFA ou enfin, avec d'autres centres de formation et ça fonctionne très bien. Pour d'autres, des fois, ça met des bâtons dans les roues. Alors, c'est aussi à nous de connaître. Nous, on connaît nos jeunes, on essaye d'orienter à bon escient, mais des fois, il y a des choses qui se créent comme ça et voilà, on est confronté aussi à cette réalité, des fois. Là, ce travail-là, alors on n'a pas encore engagé parce qu'on n'a pas pu encore engager ce travail-là, mais aussi des fois faciliter entre mission locale et puis Cap Emploi pour des jeunes qui ont plus de 18 ans. Là, on est encore dans cette difficulté-là. Alors, comme il y a une restructuration avec Pôle emploi, Cap Emploi, tout, qui doit se créer, il va y avoir des France Travail. Il y a des choses peut-être qui vont être plus facilitantes aujourd'hui grâce à ça, finalement. Donc, il y a des choses qui se mettent en place aussi. Et donc, des fois, c'est aussi facilitant. Mais je ne sais pas si Laurent, vous voulez amener un élément. En tout cas, ce que vous venez de dire, ça revient tout à fait à ce qui a pu être remonté par la commission, mais plutôt sur la question de la scolarité, où effectivement, ce qui était proposé aux jeunes était quelque chose qui était dans l'outillage en termes de scolarité ou de formation, mais ne répondait pas forcément à ce que lui voulait faire, à ce qui avait été construit avec lui côté médico-social. Et parfois, en fait, certains acteurs du médico-social se rendaient compte qu'on faisait refaire la même chose avec un autre nom aux jeunes pendant 2, 3 ans pour, voilà, finalement, à une visée occupationnelle et qui pouvait conduire à un décrochage du jeune, finalement, parce qu'il s'en rend compte qu'il refait la même chose d'année en année avec peut-être un diplôme différent, mais finalement qui lui donne le même niveau en termes de qualification et qui ne lui apprend pas grand-chose. Donc voilà. Moi, je pense que, en tout cas, le SAS a cette capacité de rendre perméable le milieu de la protection de l'enfance, le milieu du handicap, le milieu scolaire. Euh, on parle de la scolarité, c'est vrai que c'est une grosse machine qui campe bien sur ses positions et qui peine à évoluer. L'inclusion scolaire, oui, c'est bien, mais pour autant, les moyens ne sont pas à la hauteur des exigences qu'on pourrait y mettre. Nous, on a déjà fait en sorte, en tout cas sur des ESS, de dire en tout cas que le gamin, sa place n'était pas forcément à l'école ordinaire, hein. Mais et pour autant, ça choque encore. Mais on peut faire de l'inclusion, hein, mais ça dépend où on met le curseur. Et pour faire de l'inclusion de qualité, il faut peut-être aussi faire de l'exclusion de qualité. Et il faut rendre perméable l'école à l'expertise médico-sociale. Mm. Alors, je vois qu'il est 25. Est-ce qu'il y a une dernière question?
Non, pas forcément. Alors, merci beaucoup, Laurent, pour cette intervention et Avec merci à plaisir. tous les participants pour leur présence et les échanges riches qu'on a pu avoir aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat. Normalement, le replay, les documents sont envoyés. Il faut que je vérifie si c'est seulement, normalement, c'est seulement aux adhérents de la CNAP. Et là, il y a une petite spécificité où vous êtes énormément à ne pas être adhérent. Donc voilà, je verrai ce qui peut être fait. Mais voilà, vous aurez dans tous les cas un mail pour vous faire un petit retour sur ce webinaire. Et sachez que donc ce webinaire, il s'inscrit dans le cycle des webinaires de la CNAP qui s'appelle les 6 quarts d'heure. Et donc, il y en a un tous les mois et le prochain aura lieu le 30 novembre. Le sujet est encore à définir, mais la communication ne va pas tarder à son sujet. Et pour ceux qui sont intéressés par les questions de double vulnérabilité enfance et jeunesse, je vous invite à noter, la CNAP organise un colloque sur le sujet le 24 et le 25 juin 2024, donc sur 2 jours, et où on s'intéressera à l'ensemble des vulnérabilités que peuvent rencontrer les enfants et les jeunes en situation de handicap. Donc pas forcément que enfants en situation de handicap et protégés, mais voilà, toutes les autres questions qui peuvent venir et comment on voit l'enfant globalement et pas seulement par le prisme de son handicap. En tout cas, merci à tous et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci à vous aussi.